Bonjour à tous. Donc je suis Thomas Corrège. J'ai été enseignant pendant longtemps et là je viens de passer un petit peu à autre chose. Donc je vais évoquer aujourd'hui l'algèbre de Boole et voir une version un petit peu originale puisque je vais la présenter avec un tableur et ce sera Excel en l'occurrence puisque je suis par ailleurs dans un groupe chez Microsoft qui s'appelle Microsoft Innovative Education Expert. Donc, j'ai été professeur des écoles quelques années, j'ai été certifié pendant une vingtaine d'années. Maintenant, je suis détaché au ministère des Finances, donc mon email académique encore, que je conserve s'il y a des questions ou des liens qui peuvent se faire par la suite. Donc, il y a un ensemble qui s'appelle les booléens qui ne contient que deux éléments, les éléments notés vrai et faux, true, false en anglais. Et en fonction des contextes et des présentations, ils pourront également être notés TF, VF ou 1, 0. Au niveau de la programmation, et ça peut parfois gêner certains, faux sera très souvent considéré comme 0. Par contre, le vrai, ça pourra être n'importe quelle valeur non nulle. Donc ça change un petit peu la donne entre la rigueur qu'on va avoir sur un ensemble de booléens et ce qu'on va pouvoir avoir quand on utilisera des expressions booléennes en programmation. Alors, on a un ensemble qui contient deux éléments. Et bien, pour jouer avec ces éléments, on va avoir trois opérateurs. Le premier opérateur, c'est la négation. Alors, on pourrait utiliser le mot contraire. Alors, au collège, en maths, il y a de nombreux temps qui sont dédiés au vocabulaire entre opposé, inverse, etc. Ici, voilà, le mot contraire, il n'est pas utilisé, donc on va voir très facilement comment ça fonctionne. En termes de notation, on pourra avoir donc le nom, NON, note si on est dans un environnement de programmation souvent, ou alors parfois aussi un point d'exclamation. Ensuite, la négation est un opérateur d'arité 1, ça veut dire que comme l'opposé en mathématiques, c'est un opérateur qui a besoin que d'un seul argument. Ensuite, on a nos deux opérateurs, la conjonction et la disjonction. Alors, la conjonction, c'est le et, donc c'est quand deux conditions sont réunies en même temps, qui correspond à and en anglais, et ça pourrait être noté une étoile ou une petite croix, un point, et parfois, éventuellement, dans un certain langage, on pourra avoir un double esperluette, ou un simple d'ailleurs. Ensuite, la disjonction, donc c'est le ou or, ou deux barres verticales qu'on appelle pipe. Ça pourrait être également noté plus en fonction des environnements. Donc, je l'ai dit, le nombre d'arguments ou opérandes dépend de l'opération. Donc, négation, un seul argument, et conjonction et disjonction, deux arguments au moins. Alors là, c'est un moment qui est un peu compliqué parfois pour les élèves ou les étudiants. C'est qu'en fait, en fonction des contextes, les opérandes vont avoir des positions différentes par rapport aux opérateurs. Donc, quand on fait l'opposé de 3, l'opérateur, il est à gauche de l'opérande unique. Quand on fait 2 plus 3, l'opérateur il est au milieu des deux opérandes. Et quand on fait f ou cosinus de pi, l'opérande il est à gauche. Donc selon les contextes, l'opérateur pourrait être à gauche, au milieu. Et puis quand j'étais au lycée il y a longtemps, j'avais une calculatrice de marque HP où on travaillait en RPN. Donc l'opérateur était exécuté à la fin, donc après la saisie des opérandes. Donc là, vraiment, il y a une agilité à avoir, bien comprendre les concepts, et ensuite se dire, c'est à droite, c'est à gauche, c'est au milieu, peu importe, j'ai bien compris le concept. Donc, vous aurez le lien dans la présentation que je vous donnerai. Je vais passer sur Excel pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec Excel. J'espère que vous voyez bien, j'ai zoomé un petit peu. Donc, dans Excel, ici, j'ai noté les deux éléments, vrai, faux. Alors, une première chose, c'est pas moi qui ai décidé de les écrire en majuscule et de les centrer. Dans Excel, quand vous écrivez un nombre, il s'aligne tout seul à droite. Quand vous écrivez un texte, il s'aligne tout seul à gauche. Et quand vous écrivez vrai, je l'écris en minuscule, je valide et il se met en majuscule et au centre. C'est-à-dire que Excel a la capacité d'interpréter votre saisie, et il se trouve qu'il y a un type de données dans Excel qui est les booléens, et bien sûr on retrouve nos deux booléens vrai et faux.
Alors, la négation, je l'ai évoqué, c'est donc un petit peu l'équivalent de l'opposé, on va dire, pour les nombres. Et donc, comment ça s'écrit? Non de ma source. Donc ici, quand j'écris égal non de B6, le égal, c'est pour dire que c'est une formule. J'utilise l'opérateur non, et B6 est la cellule référencée par l'intersection de la colonne B et la ligne 6. Donc, le contraire de vrai, c'est faux, et le contraire de faux, c'est vrai. Bien, ensuite, on va passer à la conjonction, donc avec l'opérateur et. Ici, j'exhibe en fait les opérateurs. Donc, comme la conjonction, le et, admet deux opérandes, pour avoir tous les cas possibles, ben, il faut que oui, c'est bon, il faut que j'ai mes quatre paires possibles, vrai, faux, vrai, faux, 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 par exemple. Et donc, ensuite, je vais appliquer mon opérateur et. Alors, une particularité ici dans Excel par rapport à pas mal d'environnements, c'est que l'opérateur et, il va se trouver à gauche de mes deux opérandes. Donc, quand j'écris et B11 point virgule C11, ça veut dire que je vais appliquer la conjonction à mes deux opérateurs, à mes deux opérandes, pardon, B11 et C11. Bon, ensuite, je tire vers le bas ma formule pour la récupérer sur l'ensemble des autres éléments. Après, quand je vais exhiber la disjonction. Donc, la disjonction, c'est le ou. J'ai recopié mes quatre paires de valeurs, mes quatre couples de valeurs. Et comme le et, le ou s'écrit à gauche de mon expression. Tout à l'heure, je disais en rigolant, l'avantage de travailler avec les booléens, c'est que quasiment le cours est fini. On a deux éléments, trois opérateurs, et là, on est au niveau cas plat par rapport au Lego. Avec cette base-là, on va pouvoir construire beaucoup de choses. Je vais rajouter juste un petit élément presque trivial sur les parenthèses et un élément non trivial sur les priorités. Donc, élément de règle, la conjonction est prioritaire sur la disjonction. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est original au sens où dans le langage parlé, les gens vont utiliser le mot et, vont utiliser le mot ou, pas forcément dans le même sens stricto sensus que c'est utilisé en algèbre de Boole, mais en aucun cas la priorité va être un élément dans le langage usuel. Alors pourquoi je dis que c'est à peu près pareil? Parce que le et, il va pouvoir avoir éventuellement une notion de séquençage. Et qui aurait pu s'écrire un et puis, d'accord? Le ou, en revanche, il a une version un peu particulière. Une carte d'un restaurant que j'espère on retrouvera dans quelques semaines rapidement. Quand il y a écrit fromage ou dessert, c'est pas le ou de l'algèbre de Boole. Parce que quand il y a écrit fromage ou dessert, en fait, le restaurateur, il veut pas que vous puissiez prendre les deux, ce qui serait pourtant vrai d'un point de vue de l'algèbre de Boole. Donc, il veut que une seule des deux valeurs, et donc c'est un ou exclusif qui est un ou un petit peu à part qu'on pourrait aussi traiter comme un opérateur de base, mais on peut très bien faire ça. Alors, je suppose qu'il y a parmi vous quelques enseignants de mathématiques, hein, donc je me recolle un petit peu à des éléments algébriques. Donc, faux, c'est un élément absorbant pour la conjonction, on le verra dans les tableaux dans quelques secondes. Donc, c'est pareil que le 0 par rapport à la multiplication. Et donc là, on retrouve l'analogie qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. La multiplication, c'est le et le 0, c'est le faux. Et de la même façon, le vrai est un élément neutre pour la disjonction. Et donc là, on retrouve l'analogie avec l'addition par rapport à la disjonction. Ensuite, ce qui est fondamental et qui est pas dans qu'on retrouve pas dans la vraie vie, c'est la notion de priorité. Donc ici, je veux comparer deux expressions avec A et parenthèse B ou C, et A et B ou C. Donc, dans le premier cas, je donne ma priorité à la partie ou, à l'opérateur ou, avec les parenthèses, et dans le deuxième cas, je ne mets pas la priorité sur le ou, et donc je vais montrer que c'est le et qui est prioritaire. Donc, ici, j'ai trois nombres booléens ou trois éléments booléens, donc je vais avoir besoin de 8 triplés.
Et donc, je vais écrire mes expressions. Alors, les expressions ici, du coup, elles deviennent un peu particulières à lire, puisque alors d'abord, j'ai pas besoin de parenthèse au sens parenthèse pour la priorité des opérateurs, puisque le ou ici, il fonctionne, il travaille, il est écrit comme une fonction mathématique usuelle, à savoir le nom de la fonction, parenthèse, la liste des arguments. Donc ici, c'est bien le ou qui va être exécuté en premier, avec mes deux nombres C10 et D10. Et ensuite, la conjonction va se faire avec le et. A contrario, ici, je veux faire d'abord mon et qui est à l'intérieur ici, puis ensuite, je fais le ou qui est à l'extérieur. Et donc, vous voyez bien ici que pour ces deux éléments-là en particulier, il n'y a pas égalité entre l'expression de gauche et l'expression de droite. Donc on a bien montré qu'ici, on avait bien visualisé le fait qu'on avait une priorité sur l'opérateur et. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du symbole égal parce que c'est important et qu'on va voir, il y a plusieurs interprétations, on va dire, du symbole égal. Alors, dans l'usage classique, prof de mathématiques et élèves qui commencent vers déjà la moyenne section ou la grande section de maternelle, on utilise le égal en tant que relation d'équivalence. Donc, je ne vais pas vous offenser, mais je rappelle juste que ce égal, il est réflexif, il est symétrique et il est transitif. Alors, une remarque par rapport à la transitivité, quand j'expose ici x égale y, y égale z, je n'ai pas utilisé le mot et, parce que le et, c'est un opérateur booléen aussi. D'accord. Par contre, dans Excel, déjà, quand j'ai écrit ma première formule, j'ai utilisé le symbole égal. Et le symbole égal que j'ai utilisé dans Excel en début de contenu d'une cellule, il y a un usage différent, puisqu'à gauche du égal dans Excel, il n'y a rien de ce premier égal. Donc, ce n'est pas du tout une relation d'équivalence. Le égal à gauche dans Excel, qui va indiquer à Excel qui va devoir effectuer un calcul, c'est un petit peu comme une affectation. C'est-à-dire que je vais calculer ce qui est à droite de mon symbole égal et le ranger, entre guillemets, dans une zone du système qui va être nommée par la cellule. Donc, les coordonnées de la cellule. Donc là, on est vraiment sur ce égal-là, comme dans un langage de programmation où je vais affecter le résultat d'un calcul à une variable. Par contre, on peut retrouver le égal à l'intérieur d'une formule et on va y venir. Dans ce cas-là, le égal est un opérateur de comparaison et c'est donc une fonction. Alors, j'ai utilisé le E croix E pour dire qu'elle a besoin de deux arguments, de deux ensembles que j'ai ici notés comme étant les mêmes, mais ça pourrait ne pas être tout à fait les mêmes. En tout cas, il faut qu'il y ait des valeurs communes dans l'ensemble des booléens. Peut-être que certains ont lu le livre de Stella Baruch qui avait appelé son livre 6,7 égale 0, et elle était partie du constat que dans une copie de premier RS, je crois, dans le calcul dans la résolution de l'équation du second degré, le cours c'était 6 delta égale 0, blabla, et l'élève avait récité son cours en remplaçant delta par une variable, il avait dit 6,7 égale 0. Et là, elle s'était quelque part un petit peu offusquée en disant que c'était un scandale, que l'élève n'avait rien compris. Bon, moi, je suis un peu, en tant qu'informaticien, je suis un peu plus sympathique. En fait, l'élève, il s'est mis dans la situation d'un programme informatique qui effectue une trace et le égal de l'élève était probablement le égal fonction de comparaison et non pas le égal relation d'équivalence des mathématiciens. Donc, si Stella Baruch avait fait des traces de programme, peut-être qu'elle n'aurait pas écrit ce livre. Bon, peu importe. Alors, donc je résume pour le égal et on va revenir tout de suite dans Excel voir ce que ça donne. On a la relation d'équivalence, la fonction de E croix E dans B qui stipule que si nos deux éléments sont identiques, on va dire, alors la fonction renvoie vrai, et si les éléments ne sont pas identiques, alors la fonction renvoie faux. Et le troisième cas, c'est le cas de l'affectation. Alors, dans Excel, on peut écrire ça, égal 3 égale 2. Alors, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, le premier égal dans une cellule dans Excel, il signifie affectation. OK? Et il calcule ce qu'il y a à droite. Et maintenant, on demande à Excel de calculer 3 égale 2. Donc, comme c'est un calcul, qui fait ici, c'est pas la relation d'équivalence. C'est pas l'affectation parce que ça devrait être en premier
en première place dans l'écriture de ma cellule, c'est donc ici la troisième option, à savoir fonction de E croix E vers les booléens. Donc ici, on demande à Excel d'écrire dans la cellule où il y a cette formule, est-ce que 3 est égal à 2? Et donc Excel va répondre faux probablement. Et si on lui demande est-ce que 3 est égal à 3, il va répondre vrai. Une petite remarque avant de reglisser sur Excel, on a aussi une fonction différente au sens E croix E dans B, et elle se note inférieur, supérieur. C'est un cas un petit peu particulier où on utilise deux symboles pour une fonction, de la même façon qu'on va avoir l'inférieur ou égal avec les deux symboles. Dans cet interlangage, on va pouvoir avoir le point d'exclamation égal. Alors, je vous rappelle que si le égal, c'est la comparaison, et le point d'exclamation, la négation, ben, on a bien notre non égal. Et dans certains langages, ça peut aussi être -NE pour dire not equal. Donc, je rebascule dans Excel pour vous montrer ceci. Ici, j'ai écrit égal 3 égale 2. D'accord? Donc, je le répète, parce que c'est parfois un peu original pour certains. Donc, le premier égal, c'est l'affectation dans la cellule B1. Et le deuxième égal, c'est la comparaison de 3 et 2 en disant est-ce que 3 est égal à 2. Donc, bien sûr, c'est faux. Est-ce que 3 égale 3? Bien sûr, c'est vrai. La fonction différent, je l'ai évoquée il y a 2 secondes. Donc, égal 2 différent de 3, bien sûr, c'est vrai. Et est-ce que... là, je voulais mettre sans doute 2, probablement. Est-ce que 2 est différent de 2? Non, donc c'est faux. Alors, de la même façon, on travaille en seconde, je crois, sur la résolution d'une équation, avec une relation d'équivalence également sur les inéquations. Donc, on peut le faire ça dans Excel, avec le égal, toujours le premier d'affectation. Est-ce que 2 est strictement supérieur à 2? Ben non. En revanche, est-ce que 2 est strictement supérieur à 3? Toujours non. Et est-ce que 3 est strictement supérieur à 2? Oui. Alors, en une seconde, juste le supérieur ou égal. On met le égal à la suite du supérieur. Je passe. Alors, à partir de là, il faut savoir qu'on va avoir un ensemble de fonctions dans Excel, de façon générale dans les outils de programmation, qui vont nous permettre d'accéder à des booléens. Donc là, j'ai listé un ensemble de fonctions dans Excel qui vont renvoyer des booléens. Donc, on a une fonction dans Excel qui s'appelle e.impair, qui va renvoyer vrai si c'est impair et faux si c'est pair. Bon, bien sûr, on pourrait demander aux élèves de le calculer avec le reste de la division entière, mais bon, voilà, dans ce cas-là, on va le faire automatiquement avec la fonction est impair. On a la fonction est pair, bien sûr, également. Ensuite, on a, alors de toute façon, je ne l'ai pas dit, pardon, je vais le montrer ici. Dans Excel, il y a un ensemble de fonctions qui commencent par EST en français ou is en anglais, qui vont toutes renvoyer des booléens. D'accord? Alors, toutes celles-là, elles sont dans Excel. Celles-là, on les verra dans quelques secondes. C'est moi qui les ai rajoutées. Et donc, après, c'est un peu notre job là, c'est de parcourir un petit peu les fonctions pour voir quelles sont les possibilités que l'on a. Et puis après, quand on connaît les possibilités, on les utilise quand on en a besoin. C'est un petit peu comme une caisse à outils. On ouvre la caisse à outils, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, en fonction des besoins, on va prendre un marteau, une clé plate ou une clé à pipe. Alors, de la même façon, on a une fonction qui s'intitule logique. Alors, la notion de logique dans Excel, ça s'apparente à booléen, en fait. Est-ce que c'est une expression logique? Ça veut dire, est-ce que ça renvoie un booléen? Donc, ici, est-ce que c'est logique de C18? Qu'est-ce qu'il y a dans C18? Il y a vrai. Donc, est-ce que le vrai, c'est logique? Oui. Est-ce que c'est logique ici? Il me dit vrai. Et là, j'ai écrit quoi? J'ai écrit une expression booléenne avec un et, donc 3 égale 3, et a égale a. Donc a égale a, vous voyez qu'ici, déjà, je manipule autre chose que le nom pour la fonction d'égalité, donc la fonction de comparaison. Donc a est bien égal à a, 3 est bien égal à 3. Donc vrai et vrai, ça fait vrai, j'ai bien ce que je veux. Alors là, j'ai fait un petit piège volontairement. Vous vous rappelez que quand on écrit faux, on a bien un booléen et il se met au milieu. Et donc faux est un booléen, et donc j'ai bien vrai.
3, c'est un nombre, c'est pas un booléen. 0, c'est pas un booléen. Et là, j'ai écrit math, c'est là que je voulais faire mon astuce. Est-ce que math, la fonction est logique de math, il renvoie faux. Bon, donc ça tendrait à penser que les maths sont pas logiques. Euh, ce que je voulais faire comme petit piège ici, que j'ai oublié de faire proprement, si j'écris égal faux et que je le mets entre double cotes, donc ça veut dire que je fais quoi? J'écris une chaîne de caractères qui est délimitée par les doubles cotes. Et là, eh ben, faux, il se met à gauche. Et Excel me dit non, mais c'est pas un booléen. Ben oui, c'est normal que ce soit pas un booléen, bien qu'il y ait écrit faux, c'est une chaîne de caractères. Donc c'était un petit peu le piège. Alors, je vais exhiber 2 ou 3 petits pièges supplémentaires. Alors, est-ce un nombre? Donc, on a une fonction qui s'appelle enum ou isnum qui renvoie vrai si l'argument est un nombre. Alors là, il ne se pose pas la question de savoir si c'est un nombre entier, décimaux, etc. Et bien sûr, si on demande à une valeur booléenne si c'est un nombre, ben, il va répondre faux. Et ça va être pareil pour du texte. Alors là, regardez, il y a un petit piège dans Excel. C'est que dans Excel, si j'écris 10 000 comme ça, 1 suivi de 4 zéros, il m'écrit 10 000. Si j'écris 10 espace 1, 2, 3, 0, il me l'a encore aligné à droite. Et maintenant, si j'écris 1, 0, espace, 0, 0, 0, pour le coup, il me l'a aligné à gauche. Donc, en fait, là, la difficulté ne vient pas du fait que vous éternuez quand vous êtes en train de saisir un espace dans un nombre, mais peut-être des informations qui viendraient d'une saisie externe. Vous récupérez un fichier avec des valeurs, vous lisez les nombres, vous n'êtes pas capable probablement de déceler le fait qu'il y ait un espace ou 2 espaces. Alors ça a des conséquences et qu'on peut voir par exemple avec la fonction isnum. Donc isnum du 10 000 avec un espace entre le 10 et les 3 zéros, c'est vrai. Par contre, isnum de mon 10 000 avec les 2 espaces ici, c'est faux. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ici, je vais effectuer la somme de 2 éléments du contenu de cellules. Bon, les mathématiciens comme les physiciens ne supportent pas d'ajouter des nombres et des objets qui ne sont pas des nombres. Et donc Excel, quand on lui dit d'ajouter le nombre 2 à pomme ou la chaîne pomme, ben, il dit je ne sais pas faire. Et il répond dièse valeur. On le verra plus tard, c'est un code d'erreur. Et donc, on a une fonction qui nous dit est-ce que c'est une erreur? Donc, ici, quand j'applique est erreur au résultat de l'addition entre une chaîne et un nombre, il me dit ben, c'est vrai, il y a bien une erreur. Si maintenant je rejoue avec mon 10 et mon 100 000 avec 2 zéros, et bien sûr il dit que c'est une erreur. Le piège, c'est que si maintenant, au lieu d'écrire plus, j'utilise la fonction somme. Alors, je pense que nombre d'entre vous pensent que c'est pareil. Eh bien non. Dans la fonction somme, Excel exclut les éléments qui ne sont pas des nombres. Donc ça veut dire par exemple que si vous faites un calcul de moyenne avec les notes de vos élèves ou étudiants, le fait que vous mettiez absent avec la fonction somme, ça va bien sûr exclure la chaîne de la somme. Donc vous aurez vraiment un nombre qui va être le résultat. Par contre, après, quand vous ferez les divisions par rapport au nombre de valeurs, la question est de savoir est-ce que vous divisez par n-1 si vous avez une absence dans une série de n notes. Donc là, je vous laisse à vos calculs. Pour info, Pronote fait des choses assez bizarres sur les calculs de moyenne, notamment en faisant les opérations de ramener une note à 10 et avec les coefficients. Parce qu'en fait, quand il ramène une note à 10, il met un coefficient pour modifier la note. Donc voilà, dans ce petit exemple-là, je reprenais le fait que j'avais ma somme qui était différente de mon opération plus. Donc c'est une nuance dans Excel qui est importante. Bon, ensuite, parfois, on peut en avoir besoin, on l'utilise rarement, on a une fonction qui nous dit est-ce que c'est une formule? D'accord? Donc ici, j'ai écrit 3. Donc 3, ce n'est pas une formule. Par contre, le 3 qui est là, c'est égal de plus 1. Donc c'est bien une formule qui a conduit à ce calcul de 3. Et dans un cas, et formule est faux. Dans l'autre cas, et formule est vrai. De la même façon, on a
une fonction qui s'appelle eText, qui va nous dire si le contenu du texte. Alors là, c'est pareil, j'ai réinclus un petit piège. Donc si j'écris 1704 2021, il me dit que c'est pas du texte. OK, j'écris samedi 17 avril 2021, il me dit toujours que c'est pas du texte. Et si j'écris samedi 7 avril 2021, là, il me dit que c'est du texte. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Alors, vous le savez ou pas, dans Excel, les dates, en fait, ça correspond à un nombre avec un zéro des nombres qui est, je crois, le 1er janvier 1900. Donc, vous ne pouvez pas avoir une date dans Excel qui serait antérieure au 1er janvier 1900. Et ensuite, ça, c'est pareil. D'ailleurs, regardez, j'ai mis égal C35. Simplement, j'ai changé le format d'affichage dans Excel et j'ai mis MMM, pour avoir le format de la date avec les jours, le numéro du jour, le mois et l'année. Par contre, si dans ma chaîne de caractères, ma cellule, j'écris samedi, espace 17, espace avril, espace 2021, pour Excel, là, c'est bien du texte. D'accord? Donc, attention aux objets que l'on manipule. Et en ça, l'informatique et les mathématiques ont une bonne habitude de définir des ensembles de définitions. Par contre, quand on choisit d'utiliser Python, par exemple, on laisse le choix au système de mettre un type qui va bien ou pas. Alors, je m'étais sorti de la zone de chat tout à l'heure, là, quand j'ai eu mon truc, donc je vais aller voir s'il y a des questions, si je continue à ce rythme. Alors, tu avais des retours, tu avais quelques remarques, donc je vais te les dire. Je t'ai laissé avancer pour que tu puisses... Donc, c'était plutôt Christian Merca qui avait fait quelques retours. Et puis après, tu as Christian qui fait une remarque dans GeoGebra qui est ISO 16, un seul caractère, c'est différent, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Mais il n'y a pas de questions pour le moment. Puis Thierry Delattre qui a dit qu'il en parlera aussi tout à l'heure dans sa présentation avec sa machine Turing. Ok, ça marche. Donc, je vais continuer un petit peu, puisque j'ai encore un petit peu de temps, sur une fonction Excel qui est une fonction très intéressante, qui est la fonction recherche V. Alors, la fonction recherche V, elle fait souvent peur à beaucoup d'élèves, quelques étudiants, ça dépend de ce qu'ils font. Donc ici, j'ai fait un petit tableau où j'ai fait un copier-coller de la liste de quelques départements, les premiers départements. Et donc là, j'ai utilisé la fonction recherche V. Là, dans cette cellule en fond jaune, je vais saisir un code de département. Et quand je vais saisir ici un code de département, grâce à la fonction recherche V, ici, dans cette cellule C40, je vais écrire le nom du département. Alors, comment fonctionne cette fonction recherche V? Donc, on lui dit, qu'est-ce que je recherche? Donc, je recherche un numéro de département. Dans quelle zone je le recherche? Et donc là, il emploie le mot table matrice. Alors, avec la particularité que la clé de recherche va être à la première colonne. Numéro index, le numéro de la colonne que l'on veut en retour. Donc ici, moi, je veux ma deuxième colonne en retour. Et ensuite, entre crochets ici, il y a un paramètre qui est optionnel. Et c'est un paramètre qui est un booléen. Donc, c'est une fonction ici qui prend en paramètre une cellule, une plage, un nombre et un booléen. Donc, on a 4 types différents d'informations à donner à cette fonction. Et c'est en cela qu'elle est un petit peu compliquée. Je vais rajouter en plus que les résultats de la fonction peuvent évoluer en fonction des outils et a pu évoluer en fonction du temps. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était une contrainte que le tableau soit trié sur la clé. Et du coup, quand il dépassait la valeur qu'il cherchait sans la trouver, il disait je ne trouve pas. Ou alors, et c'était le sens de ce dernier élément, valeur proche, oui ou non, il donnait une valeur approximative par rapport à la recherche. Donc, c'était un élément qui n'était pas très intéressant, puisque ça pouvait renvoyer un résultat faux. Alors, pour finir sur cette fonction recherche V, et pour refaire encore le lien avec les booléens, alors, mon tableau ici, il s'arrête à combien? Je ne sais plus, à 32. Donc,
Si je lui demande de rechercher 33, au lieu de me donner le département, il me répond dièse NA. Et là, c'est quelque chose qui est un peu surprenant comme réponse. Et donc, en fait, ça veut dire que je ne suis pas arrivé à le trouver. Mais quand on travaille, plutôt que d'afficher dans un tableau dièse NA qui demande une certaine expertise pour l'interprétation, on va pouvoir afficher, typiquement, je l'ai trouvé ou je ne l'ai pas trouvé. Et donc, pour savoir s'il a trouvé ou pas, il y a une fonction qui s'appelle etena, qui va renvoyer vrai ou faux selon qu'il a trouvé ce qui était cherché ou pas. Voilà, donc après, on le verra, on pourrait utiliser une fonction si qui va prendre en premier argument un booléen pour dire je l'ai pas trouvé, pour afficher le résultat, ou alors pour dire je l'ai pas trouvé de façon propre. Pour refaire un petit peu encore de mathématiques, j'ai voulu parler un peu de distributivité, puisque là on a un cas un petit peu particulier. Puisqu'en fait, la multiplication est distributive, pardon, la conjonction est distributive sur la disjonction et réciproquement. Donc, ça veut dire qu'on a une distributivité de chacun des deux opérateurs par rapport à l'autre. Donc ici, j'ai juste écrit les calculs avec la distributivité. Donc si je distribue ici, ça me fait A et B ou A et C. Donc là, j'ai écrit B ou C, que je retrouve ici, et A. Et là, j'ai écrit mon OU qui est au milieu en premier, puisque le E ici est prioritaire, le E ici est prioritaire. Donc j'ai A et B et OU, A et C. Et donc ici, je retrouve bien que mes expressions sont identiques. Alors je pourrais très bien faire égal ça, égal ça. Supposons que j'ai beaucoup de valeurs à vérifier. En faisant ça, c'est plus facile de voir si c'est partout vrai. Ça veut dire que mes expressions sont partout identiques. De la même façon, ici, bon, je ne vais pas le détailler, la distributivité du OU par rapport au E, avec exactement le même principe. Alors, un petit focus sur ce qu'on appelle les lois de Morgan. J'en ai ici démontré qu'une, exhibé qu'une. Alors, la loi de Morgan, c'est une négation devant une parenthèse avec un opérateur et ou. Donc là, j'ai voulu en montrer une des deux. Donc, les deux lois de Morgan seraient non A et B et non A ou B, avec le nom qui englobe la suite des éléments. Donc, pour le faire tranquillement, j'ai d'abord calculé A et B. Ensuite, j'ai pris la négation de A et B en deux étapes. Puis ensuite, j'ai calculé ici le nom A, j'ai calculé le nom B, et j'ai fait mon OU entre le nom A et le nom B. Et donc, comme tout à l'heure... Question de Joël, avec LibreOffice, vrai n'est pas centré. Et je te demande voilà, si tu peux conclure, parce qu'il nous reste 1 minute, le temps de faire l'interlude. Allez, je te laisse 2 minutes. Je te remercie. Ok. Donc, la fonction si, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle prend un premier argument d'Excel qui est très intéressant, qui est très intéressante à utiliser. Par contre, on l'a vu, écrire une expression avec des A, avec des E et des OU imbriqués, c'est assez difficile. Par contre, dans Excel, on a la possibilité de travailler en VBA. Et en VBA, on va pouvoir écrire notre propre fonction, ça s'appelle celle-ci, et plus grand par exemple, dans laquelle on va pouvoir écrire notre fonction, notre conjonctive, if, et avec derrière les expressions qu'on veut avec des and et des or qui vont s'enchaîner. Et je vais pouvoir utiliser cette fonction-là, qui s'appelle et plus grand, directement dans une fonction Excel. Donc c'était le dernier exemple qui était ici. J'ai écrit la fonction que j'ai nommée tout seul et qui prend mes deux arguments qui sont des éléments dans des cellules et qui va pouvoir être utilisé donc de façon plus pratique. Voilà. Juste, et ce sera mon dernier partage d'écran. Donc ma fille qui est en troisième a eu juste au début du confinement une leçon où on lui dit ben voilà, l'algorithmique, ploum ploum ploum, le et, le ou. Et là, on ne parle pas de booléen, on met des 0 et des 1. Alors voilà, moi ça me gêne un petit peu. Et puis ça, c'est bazardé. Voilà, il n'y a pas une visio pour expliquer, rien du tout. Voilà. Donc voilà, c'était le petit point de fin. Je pense que les mathématiciens ou les profs de mathématiques peuvent se saisir de ces choses-là. Vous voyez, en 45 minutes, on a fait un petit peu le tour, on est allé assez loin dans ce qu'on pouvait faire.
Je vous remercie de votre attention à tous. Je te remercie. Donc, il y avait une remarque de Joël, donc je vais te la répéter. Avec LibreOffice, vrai n'est pas centré. Et donc, c'est vrai que vrai n'est pas centré. Par contre, il aligne à droite comme un nombre et non pas comme une chaîne de texte. Donc, ça veut dire quand même qu'il interprète comme étant un élément algébrique. Voilà, pour la remarque de Joël. Ok, je te remercie beaucoup et merci à toutes et à tous et merci Thomas d'avoir proposé cet atelier lors de la journée J'aime et on va passer à l'interlude et merci encore. Avec plaisir, au revoir.